va commencer. Donc, je me présente, Ousseni Parkouda, je suis chargé de mission innovation à Chartres Métropole. Donc, j'anime des programmes d'incubation, on fait de l'open innovation à la Cité de l'innovation. Je ne sais pas si vous connaissez le site, c'est au Coudray, donc un peu à la sortie de Chartres. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation tous les jours, donc à travers des conférences thématiques, à travers des programmes d'incubation, comme je disais. Donc on a un qui est dédié à la cosmétique parfumerie, donc toute la filière. Et donc dans ce programme, il y a Didier Mascarelli qui est à ma droite, qui se présentera tout à l'heure, qui travaille sur un gros projet dont il vous parlera, qui est autour de la donnée. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que nous, dans la filière cosmétique parfumerie, on est très impliqués, en collaboration avec la Cosmetic Valley évidemment. Nous essayons, tu peux aller sur la slide. Nous essayons de travailler sur les ingrédients et sur les principes actifs parce que on a essayé de suivre un peu le protocole de Nagoya qui essaie de travailler sur une base mondiale en répertoriant les us et coutumes, les rituels de beauté qu'il y a partout dans le monde, et nous sommes en train d'essayer de travailler pour répertorier en fait tous ces ingrédients et tous ces rites pour pouvoir justement le partager au niveau mondial pour que ce soit des fabricants, des consommateurs, des utilisateurs puissent s'emparer de toutes ces informations. Donc ce sont des données colossales qu'on n'a pas encore, sur lesquelles nous travaillons. J'espère que dans quelques années, on va arriver à pouvoir délivrer des choses assez sympathiques. Ensuite, pour les principes actifs, la donnée va venir nous aider à pouvoir justement comprendre comment les principes actifs interagissent entre eux. Parce qu'en fait, quand vous faites une crème, il y a toujours une base avec des principes actifs. Mais ces principes actifs, ils interagissent entre eux. Et le but, c'est de savoir si, à terme, avec les durées de conservation qu'on arrive à avoir maintenant, qui sont de plus en plus longs, est-ce que ces principes actifs n'interagissent pas entre eux et peuvent avoir un impact un peu nocif pour le consommateur. Donc on essaie d'essayer d'avoir une longueur de vue sur ce genre de choses-là. Et nous essayons à chaque fois de pouvoir justement ne pas juste isoler, parce qu'on vous a déjà parlé de l'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est le fait que, au départ, on a des produits qui ne sont pas nocifs, mais en les mélangeant, en fait, ou en ingérant, ou en mettant sur sa peau ces produits qui sont mélangés, au final, on se retrouve avec un niveau de toxicité qui peut être finalement dommageable pour le consommateur. Donc on va essayer aussi de travailler sur ce genre de choses-là, et ça demande une masse de données juste considérable, avec des calculs, des combinaisons qui sont diverses. Et on a besoin de professionnels comme Didier pour pouvoir nous aider à travailler là-dessus. Ensuite, il y a un point très important sur lequel nous sommes en train de travailler également, c'est sur l'hyper-personnalisation. Donc l'hyper-personnalisation, c'est quoi? C'est, pour vous donner un exemple très simple et très basique, c'est en fait, j'ai envie d'un parfum. Je m'assois chez moi, je suis en train de boire mon thé, je le compose de mon téléphone. Les données arrivent chez le fabricant, donc dans l'usine, et donc il y a une base, et donc il y a un mélange de tout un tas de choses, et le produit sort, donc il y a un opérateur qui retire le produit, qui met une étiquette et qui l'expédie chez moi. Donc c'est typiquement, on est aujourd'hui en capacité de pouvoir faire des choses comme ça. Mais avant ça, il faut s'assurer que la réglementation est bien respectée. On peut s'assurer aussi il faut s'assurer que les données personnelles du consommateur sont respectées, etc. Donc tout ça, c'est des problématiques que nous devons gérer. Ensuite, l'autre point qui est très important, c'est la traçabilité.
Au niveau de la traçabilité, aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus soucieux de d'où viennent les produits. Donc aujourd'hui, on a découvert par exemple que certains produits ont des ingrédients qui viennent de très loin, où la réglementation n'est pas aussi stricte que dans le cadre européen. Donc typiquement, avec une meilleure maîtrise de la donnée, on va pouvoir mieux informer le consommateur, qui va pouvoir, juste en scannant un QR code ou juste en lisant le code barre, pouvoir avoir l'information sur la toxicité, sur l'origine et sur le principe actif, etc., sur son produit. Je vais aller sur le prochain. Donc, ensuite, la donnée nous a permis de pouvoir faire quelques constats, côté fabricant et côté marque. Il y a un changement de paradigme aujourd'hui, parce que juste pour reprendre l'exemple que je citais tout à l'heure, de celui qui s'assoit avec son portable, qui compose son parfum ou sa crème, en fait, le fabricant ou la marque devient tout simplement, donne juste une expertise, c'est-à-dire il n'est plus juste un fabricant qui va proposer un produit donné à un consommateur qui va l'acheter sur un étal d'un magasin. Il va accompagner le consommateur dans son processus de personnalisation. Donc si on poursuit le même exemple, le consommateur qui va composer son produit lui-même, il va avoir une base qui est proposée par le fabricant, mais les derniers petits points, donc c'est-à-dire la fragrance qui va se rajouter, les principes actifs qui vont se rajouter, ça va être un accompagnement que le fabricant va faire en dernier ressort, en fait, pour le client, qui va même pas se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui derrière, en fait, est en train de lui dire, tiens, tel principe actif ne va pas avec celui-là, en ajoutant celui-là avec celui-là, ça n'ira pas, etc. Donc au final, ça permet d'optimiser les marges au niveau des fabricants, mais également ça leur permet d'être plus en pourvoyeur d'expertise pour leurs clients que c'était le cas avant. Ensuite, il y a un autre point sur la relation client qui est très importante. Aujourd'hui, avec la donnée, on peut aller se plugger sur toutes les données qui viennent des réseaux sociaux, d'Internet, pour pouvoir comprendre quel est le taux de satisfaction, quel est le taux de notoriété, etc., sur une marque. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir compiler, et il faut savoir, du coup, identifier quelles sont les données qu'il faut regarder. Il faut pouvoir les quantifier, évidemment, et les qualifier pour pouvoir en sortir quelque chose qui peut servir au service marketing. Et la donnée, aujourd'hui, est devenue un point central qui permet à toutes les équipes d'une entreprise de pouvoir en fait discuter d'un objectif commun. Avant, le service marketing travaillait dans son coin, ceux qui s'occupaient de la production étaient dans un autre service, et en fait ils se parlaient souvent que de manière assez sporadique. Aujourd'hui, avec la donnée, en fait les données remontent de chaque unité, et en fait en temps réel, on est en mesure de pouvoir échanger sur comment on va faire évoluer l'offre de produits, l'offre de services d'une entreprise à un instant T. Donc du coup, la donnée permet de fédérer en fait l'ensemble des forces vives d'une entreprise, et ça, c'est un point aussi que nous avons remarqué. Dernier point, c'est l'éco-responsabilité dont on a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas faire de redites, mais l'éco-responsabilité aujourd'hui, il y a des fabricants dans la cosmétique parfumerie aujourd'hui qui sont en train de travailler sur le fait parce que vous savez, quand vous finissez de fabriquer par exemple une crème, les circuits sont nettoyés. Et donc l'eau, enfin en tout cas les résidus repartent normalement sont jetés, si vous voulez. Et le but aujourd'hui, c'est de pouvoir quantifier tous ces résidus et pouvoir comprendre comment on pourrait les recycler dans le but de pouvoir les réinjecter dans le système, ou en tout cas de les réutiliser par ailleurs
pour éviter pour être dans une démarche justement éco-responsable, pour aller encore plus loin, pour rendre cette industrie encore plus éco-responsable qu'elle ne l'était. Donc je laisse la parole à Didier qui vous fait un point complet sur la donnée, sa valorisation, sa quantification, etc. Alors aujourd'hui, la présentation va être sur le passage des référentiels données, donc des systèmes qui sont data-driven, vers des systèmes qui sont decision-driven. Parce que la donnée, c'est très important, comme Céline l'a souligné. Il y a des quantités de données énormes aujourd'hui qu'il faut valoriser. Mais comment les valoriser ? Et nous, on les valorise avec des techniques d'IA, des solutions d'intelligence artificielle. Donc je suis le CEO et le cofondateur de CADLog, le directeur général et fondateur de Semios et aussi business partenaire de 3 entités que je vais vous présenter par la suite. Alors, on va voir rapidement qui est CADLog, les défis des entreprises de la cosmétique vis-à-vis de la donnée, les types de données. Donc, il y aura peut-être une partie qui va être un petit peu pédagogique. Je vous prie de m'en excuser. Peut-être vous savez déjà ce qu'est la donnée, mais c'est juste qu'on va rappeler les principales caractéristiques. Comment les identifier, les classifier, pourquoi les valoriser, et les challenges technologiques qu'on rencontre. Et voilà, quelques exemples. Donc nous, en fait, on est au centre d'un écosystème où on a des éditeurs logiciels qui nous contactent pour qu'on markete leurs solutions vers des entreprises qui nous demandent de trouver des solutions logicielles adéquates pour résoudre en fait leurs problèmes. Et donc on fait de la R&D. Donc dans le cadre de la Cosmetic Valley, on est incubé pour un projet de R&D et on fait de l'intégration et du projet. Donc, on intervient au niveau de 3 piliers. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui a en rapport avec la connaissance, la modélisation de la connaissance et la modélisation de la décision faisant partie de ce paradigme de connaissance. L'automation ou l'hyper-automatisation, nous, on croit beaucoup que le logiciel, dans les années futures, sera généré par des machines. On le fait déjà aujourd'hui avec Metaspex. À partir d'ontologie, on génère automatiquement un logiciel qui est mathématiquement prouvé, qui est très scalable et très, très efficace. Et donc la donnée, donc on travaille avec des cloud providers qui sont souverains et aussi des bases de données qu'on appelle des bases de données documentaires. Voilà. Un point sur Semios, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'industriels ici. On a donc une solution de traitement du langage naturel pour améliorer la sémantique de ce qu'on appelle les exigences en ingénierie. C'est-à-dire dans les cahiers des charges, dans les cahiers de protocoles et d'exigences, on est capable de détecter des anomalies qui vont créer ensuite des problèmes de communication entre différentes équipes. Et finalement, c'est l'exemple typique de l'Airbus A380 où les 2 équipes sont arrivées à 2 mètres de distance chacune d'elles. Et elles n'ont pas pu câbler les câbles parce que les spécifications avaient été mal formulées et mal comprises entre l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Angleterre. Et donc, ça a été un échec industriel qui coûtait, je crois, 1,8 milliard de dollars à Airbus. C'est pas anodin. Donc, nos clients, on a, comme vous le voyez, beaucoup de clients dans l'industrie, mais aussi Nike, par exemple, pour le retail. Alors, on a 2 projets de R&D incubés, donc celui dont je vais vous parler aujourd'hui et un autre avec Télécom Paris sur les véhicules connectés autonomes. Pourquoi ? En fait, ces 2 projets sont assez semblables parce qu'on a dans les 2 cas énormément de données qui sont émises dans le cas de la beauté connectée par les utilisateurs et les utilisatrices de cosmétiques et dans les véhicules connectés ce sont les voitures. Une voiture, ça fonctionne à peu près à 10 Hz en termes d'événements, c'est-à-dire qu'elle émet 10 événements par seconde. On va peut-être tendre petit à petit en tant que personne à la même fréquence. Aujourd'hui, on va dire c'est un petit peu de la science-fiction, mais avec tous les objets connectés qu'on a, donc les montres connectées, les bijoux connectés, par exemple pour détecter l'exposition aux UV ou l'hygronométrie, par exemple, ou sur votre iPhone, vous avez énormément de données qui remontent. On va peut-être finalement attendre vers 10 Hz, voire peut-être même 100 Hz. Et donc dans ce cas-là, il va y avoir des problèmes de montée à l'échelle, de volumétrie, qui sont juste phénoménaux. Et comment traiter toute cette donnée ? Parce qu'on va avoir des données vraiment très très importantes. Alors le cas d'usage, c'est donc Cosmescience.
L'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans la cosmétique, on est dans un marketing d'influence. Il y a des influenceurs, les réseaux sociaux, qui en fait drive beaucoup de trafic vers certains sites et qui favorisent les ventes de cosmétiques. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr de l'authenticité de cette donnée. Et la cession de la donnée n'est pas consentie. Lorsque vous mettez une photo de vous sur Facebook ou Instagram, elle va être utilisée à des fins de publicité, mais en fait, vous n'avez pas nécessairement consenti, ou vos avis, vous n'avez pas nécessairement consenti à son utilisation. Et en tous les cas, vous n'êtes pas rémunéré ou rétribué, sous quelque forme que ce soit, pour cette donnée-là. Vous donnez gratuitement vos données, elles sont pillées, on l'a vu avec Cambridge Analytica, etc. Donc le sujet fondamental qu'on propose d'adresser, c'est effectivement l'authenticité de la donnée et la cession consentie éclairée de celle-ci. Et la proposition dans le cadre de cet incubateur, c'est juste une proposition d'application, mais en fait on peut dériver beaucoup d'applications autour de ça. C'est renverser un petit peu le modèle des réseaux sociaux. C'est-à-dire l'idée, c'est que des personnes avec leur iPhone, avec des bijoux connectés, des IoT, vont participer à des enquêtes que les marques souhaitent mettre en place. Elles vont par exemple vouloir savoir est-ce que tel rouge à lèvres correspond à tels usages, tel rimel correspond à tels usages, pour telle population, dans telle géographie. Donc elles publient des enquêtes et les personnes, de façon consentie, y participent. Pendant 30 jours, par exemple, leurs données vont être analysées. Surtout, on compte beaucoup sur les IoT, sur les bijoux connectés. Et on va comprendre les usages et les tendances et améliorer les produits et pouvoir trouver les produits les plus adéquats en fonction des besoins exprimés. Donc on est sur le principe de l'affiliation data. L'idée, c'est que les personnes, en participant à ces enquêtes, finalement vont être rétribuées d'une façon ou d'une autre, peut-être soit sous des produits gratuits, des coupons de réduction, parce qu'en France, par exemple, si vous payez 10 000, 15 000 personnes, même un tout petit peu pour leur contribution, c'est assujetti à un salaire, donc c'est assez compliqué. Le marché, donc ce sont les marques, là j'ai juste mis quelques marques, les marketplaces, Sephora et d'autres, et les régies publicitaires. En fait, à terme, notre ambition, c'est que finalement, les publicités qui vont être utilisées par les réseaux sociaux, type Facebook, etc., ne vont plus être des publicités qui vont juste être basées sur des données qui ne sont pas consenties par les personnes, mais au contraire consenties. Donc on est des acteurs, mais il y en a d'autres qui travaillent là-dessus, on n'est pas les seuls. Alors, il y a un petit souci, je crois, avec la compatibilité, mais bon. Alors, les défis rencontrés par les entreprises vis-à-vis de la donnée. Comme on disait, il y a différents points de vue. Si vous êtes un fournisseur, si vous êtes un client, si vous êtes un sous-traitant, un laboratoire, etc., un influenceur, la donnée est vue différemment et utilisée différemment. Il n'y a pas une seule utilisation de la donnée. Par contre, la donnée, qu'elle soit endogène, exogène, elle est polymorphe dans le sens où vous pouvez vous en servir de différentes façons en fonction de vos besoins. Quand vous êtes une marque, vous avez peu de visibilité vis-à-vis de vos distributeurs. Vous ne savez pas qui vraiment achète quoi, à quel moment, donc vous ne connaissez pas vos parts de marché de façon instantanée. Si vous devez réapprovisionner un distributeur ou des points de vente, c'est assez compliqué. C'est un petit peu souvent... bien sûr, il y a des équipes qui travaillent là-dessus, mais il n'y a pas la précision que ces entreprises souhaitent. Manque de visibilité sur la concurrence. Même si vous avez une compréhension de ce que vous faites, bien entendu, vous ne savez pas nécessairement ce que font vos concurrents et comment approcher la concurrence, soit au niveau des places de marché, soit au niveau des distributeurs. Quand vous allez par exemple dans un supermarché, est-ce que vous allez choisir tel rayon, telle gondole? Voilà, tout ça se fait bien entendu. Aujourd'hui, ça se fait déjà, mais ce n'est pas automatisé, ou ça manque d'automatisation. Alors, les types de données, vous le savez, les données structurées que vous connaissez. Ça, je ne vous apprends rien. On les manipule depuis très longtemps. Les données non structurées, alors il y en a de plus en plus, et à terme, elles représenteront 80% du volume total des données dans les entreprises. C'est très massif. Et du fait qu'elles soient non structurées, elles sont difficilement exploitables. Et vous avez les données semi-structurées, celles qui ont un niveau d'abstraction un petit peu supérieur, donc qui englobent, on encapsule les données avec des métadonnées pour pouvoir les utiliser.
Alors là-dedans, vous avez des données qui sont, comme je disais, endogènes ou exogènes. Les données exogènes, typiquement, c'est les données dont vous avez difficilement accès. Par exemple, la personne, quel type de données elle va émettre, ou les tickets de caisse, par exemple, chez le supermarché. Vous n'avez pas nécessairement votre RP qui communique via EDI avec le RP du supermarché. Alors, l'explosion du volume, ça c'est clé. Beaucoup de données nécessitent beaucoup de stockage. Le stockage est cher, ce n'est pas nécessairement éco-friendly, comme on disait. Au niveau de la responsabilité environnementale, ce n'est pas top. Et donc, si vous avez la capacité de réduire au maximum l'empreinte carbone due au stockage de vos propres données, c'est très bien. Et c'est une difficulté technique, mais qui est possible de réaliser. La confidentialité, vous savez, ici, on est régi par le RGPD, mais aux États-Unis, c'est la même chose. En Chine, c'est la même chose. Sur la donnée, le RGPD ne s'est pas trompé. Il ne fait pas la différence entre structuré, non structuré ou semi-structuré, mais sur les usages. Et nous, on compte vraiment jouer là-dessus. C'est de façon consentie, si vous donnez une utilisation à des plateformes de vos données, eh ben, vous êtes compatible RGPD, nécessairement. L'interprétation donc précédente est importante parce qu'il faut rajouter de la sémantique derrière tout ça. Si vous avez de la donnée, mais finalement, comment vous en faites du sens de cette donnée-là ? Le consentement, donc on l'a vu, c'est un acte positif de la personne concernée et la personne doit être informée de ce qui sera fait de ces données. C'est pour ça qu'on part vers l'approche où les personnes s'enregistrant sur la plateforme pour participer à des enquêtes vont consentir à ce que leurs données soient utilisées de façon explicite. Donc le gros challenge, c'est identifier et classifier la donnée. Parce que de la donnée, il y en a partout. Il y en a de plus en plus. Ousseni en a parlé de certains silos, mais il faut pouvoir les identifier. Et pour les identifier, c'est soit vous le faites avec beaucoup de personnes, soit à la main, soit il faut mettre en place des systèmes d'IA, de classification automatique, qui vont analyser les données et selon leur type, les mettre dans différents tiroirs. Donc il y a des approches algorithmiques. Et quelque chose auquel on croit beaucoup sont les règles métiers, en fait. En tant qu'industriel, en tant qu'analyste de votre entreprise, vous avez une connaissance précise de la sémantique et de la validité de la donnée. Et donc, vous savez classer la donnée. Si on vous dit aujourd'hui, voilà, j'ai telle donnée, comment les classer ? Vous êtes capable d'exprimer l'algorithme qui va être utilisé pour les classer. Et ça, c'est exprimé sous forme de règles et qui sont ensuite exploités par des systèmes qui vont effectivement les classer. Pourquoi valoriser la donnée ? Ça, c'est la première chose, c'est comprendre vos clients. Vous souhaitez comprendre les usages, comprendre leurs besoins, leur satisfaction. Donc voilà, c'est absolument important de faire ça et de leur répondre via des canaux différents à tout instant et de façon assez automatique, voilà, notamment au niveau du service client. Les fidéliser, bien entendu, c'est très important. Tout le monde fidélise les clients, on a tous des tonnes et des tonnes de cartes de fidélité. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et de pouvoir comprendre la fidélité, mais pas juste la fidélisation, mais pas juste à votre niveau, mais en fonction d'un écosystème plus complexe. Et pour ça, il faut avoir une compréhension de ce que fait votre distributeur, de ce que font vos partenaires, vos compétiteurs. Et comme toutes les données dans notre portail d'enquête, en fait, ça vient dans un pot commun où les marques vont piocher, et c'est tout anonyme, bien entendu, en fait, vous allez avoir nécessairement accès à d'autres données auxquelles vous n'auriez pas accès initialement, mais votre compétiteur aussi. Donc, en fait, on est dans un jeu de somme égale. Il n'y a pas d'avantage compétitif qui est donné à telle ou telle entité. Chaque entité a accès à toutes les données disponibles que tout le monde aura bien voulu mettre dans un pot commun. Et de là, après, c'est à vous de jouer sur les algorithmes, sur les règles, sur les modèles prédictifs pour aller rechercher l'information que vous voulez et la rendre actionnable. Dans un but d'augmenter les ventes, augmenter vos marges, optimiser les marges, calculer vos parts de marché en temps réel, on est dans le domaine de l'instantanéité. Voilà, il ne faut pas qu'entre l'approvisionnement d'un point de vente, il s'écoule plusieurs jours parce que finalement les gens vont passer d'une marque à une autre. C'est un marché très très volatile, la cosmétique.
Et donc, il faut être au plus près en fait, des besoins et des demandes. Réduire vos coûts de production, notamment énergétiques, les coûts de codage et d'emballage, rationaliser vos processus d'approvisionnement, éliminer les erreurs humaines. Et comme on a vu précédemment, donc tout ce qui est RSE, l'empreinte carbone, l'utilisation de l'eau, etc. Et plus vous êtes proche de votre donnée, plus vous comprenez les besoins de votre clientèle, plus vous allez pouvoir affiner votre outil de production pour effectivement réduire l'empreinte carbone ou l'utilisation de l'eau, par exemple, hein, ou les ingrédients actifs, la toxicité, etc. Donc les challenges et les prérequis, comme vous le savez, plus il y a de données, plus il faut effectivement nettoyer la donnée. Ce qu'on appelle les data scientists aujourd'hui passent 80% de leur temps à nettoyer de la donnée. C'est énorme en fait. Et ça va, en fait, ils vont atteindre un moment où ils ne pourront plus en fait gérer cette explosion, parce que ça devient combinatoire. Leur accessibilité, l'idée c'est que la donnée soit accessible par tous les services de l'entreprise de façon très très rapide et qu'elle soit déjà valorisée. C'est-à-dire que telle personne demande de la donnée, mais avec une certaine valeur ajoutée, pas juste de la donnée brute. Parce que la donnée brute, on n'en fait pas grand-chose, quoi. Donc un défi important, c'est nettoyer les données, les rendre utilisables et les rendre accessibles. L'acquisition et le traitement de ces données-là, tout se joue dans le back-end. Si vous avez un back-end, donc le back-end, c'est ce qu'on ne voit pas. Vous avez le front-end qui est votre site internet et le back-end, c'est tout ce qui va être transactionnel derrière. Si vous avez la capacité d'avoir un back-end qui est très très efficace, qui est capable de gérer par exemple des milliers de transactions par seconde, là vous allez avoir un avantage compétitif. Le CTO qui m'accompagne, Vincent Lextré, c'est le développeur du système de réservation aérienne qui s'appelle Amadeus. Avec donc la solution qu'on utilise Metaspex, on est capable de gérer 100 000 transactions par seconde sur un seul cœur de machine. Les échanges par exemple de Bitcoin, c'est 3 transactions par seconde au niveau mondial. Juste pour poser les choses relativement. En fait, on est dans l'hyperscalabilité et l'hyperperformance. C'est nécessaire parce que le volume de données augmente et il y aura de plus en plus de données générées, notamment du fait des IoT. Et les IoT sont les Internet of Things, ce sont les petits objets. Votre montre est un IoT, il y a plein d'IoT partout. Là, je pense qu'il y a des IoT partout dans tous les stands. Ça génère des quantités de volume très très importantes. Donc les besoins réglementaires, on l'a vu, il faut être vraiment très très proche des requêtes des régulateurs. C'est extrêmement important, donc il faut que tout soit sécurisé, voire même chiffré. Certaines données doivent être absolument chiffrées pour des problèmes de sécurité, de cybersécurité, pour pas qu'elles soient exploitables. Le ticket de caisse, par exemple. Si vous accédez au ticket de caisse d'un de vos points de vente, le flux entre le point de vente et votre ERP doit être absolument chiffré. Chaque ticket de caisse doit être chiffré. Dans les livraisons du flux, justement, on en parle. Donc, il faut qu'il soit simple à mettre en œuvre, très très performant, extrêmement rapide, et qu'on crée des connecteurs entre les différents systèmes. Parce que c'est juste une histoire de connecteurs, en fait, les flux, parce que les infrastructures pour récupérer la donnée existent. Ce qui est compliqué, c'est de créer des connecteurs pour chacun des systèmes qu'on veut connecter. C'est là où il y a la difficulté, en fait. Les volumes et la dissémination, vous ne voulez pas que la donnée reste dans des endroits où vous avez même oublié son existence et que potentiellement elle soit exploitable par des cyberattaquants ou autres. Donc il faut être sûr d'avoir un contrôle total sur sa donnée, savoir où elle se trouve, comment elle est gérée, et pour pouvoir la sécuriser dans sa globalité et pas juste par silo. La mise à l'échelle, donc ce qu'on a vu, c'est l'explosion des coûts de stockage et de traitement. Donc plus il y aura de la donnée, plus ça va vous coûter cher pour la stocker. Ça, c'est inévitable et c'est exponentiel. Et plus il y a une empreinte carbone, et plus vous risquez en fait de vous faire attaquer, vous faire piller. Voilà. Le volume en fait est un problème en soi parce qu'il vous empêche de bien gérer l'utilisation de la donnée. Donc comment la valoriser ? Nous, on a une approche qui est à partir d'ontologie. Donc en fait, on modélise les processus business et le modèle de données via des ontologies. Les ontologies, c'est le web sémantique.
C'est la relation entre des concepts via des liens sémantiques. Là, par exemple, j'ai un exemple d'ontologie où on parle d'utilisateurs, d'organisation, d'adresses, etc. Voilà. Et en fait, on modélise sous forme d'ontologie et ensuite, à partir de l'ontologie, on génère automatiquement le code. Donc, il n'y a pas nécessairement d'avoir besoin d'une grosse équipe de développeurs pour développer le système. Le système est généré automatiquement et il est prouvé mathématiquement, il est sécurisé, etc., etc. Parce que c'est finalement une machine qui génère tout le code pour vous. Sur les décisions, grâce aux capacités d'analyse décisionnelle, c'est permettre aux métiers, on est tout le temps centré sur les métiers, pour mesurer et surveiller en continu la performance de l'entreprise dans tout le cycle du business en fait. Donc réduire les coûts, couvrir les risques, tirer le meilleur parti des opportunités. Et donc pour modéliser les décisions, des décisions il y en a tout le temps dans les entreprises, on se base sur un corpus documentaire, capturer les références dans les glossaires, discuter avec les experts pour modéliser en fait la fonction, comment fonctionnent les entreprises. Et tout ça c'est normé par des normes. Voilà, on va automatiser les décisions avec des tableaux de bord qui montrent en temps réel l'évolution par exemple des stocks, des ventes, etc. Et on va pouvoir jouer sur différentes variables pour optimiser tout ça en temps réel. Là je vais assez vite. Hein. Et donc voilà un schéma qui rappelle tout ça. Vous avez sur la gauche donc, la capacité de créer vos règles, les modèles prédictifs. Donc les modèles prédictifs sont déjà des modèles de data science qui sont sur étagère. Vous avez juste besoin de les prendre et de les utiliser. Il ne faut pas les redévelopper. Et on est centré sur la donnée. La donnée est le point central du système. Et donc on va lancer donc, le moteur de règles ou les modèles prédictifs sur ces données-là. Et ça va être par cycle. Et automatiquement, on va améliorer petit à petit les règles. On va peut-être inférer d'autres connaissances, inférer d'autres données. Et finalement, on va arriver à déployer un système qui va être au plus près de votre business et au plus près du rendement que vous cherchez. Voilà, ce sont les modèles prédictifs. Donc, quand on parle de données, souvent, tout le monde utilise Excel. Nous, on est tout à fait compatible Excel. Hein. L'idée, c'est qu'on prenne ces tables Excel, on fait couper-coller ou drag and drop directement dans le système. Le système s'occupe d'analyser. Déjà, vous n'avez pas besoin de recoder tout ce que vous avez déjà fait par rapport à vos modèles type Excel. Et donc, on va trouver effectivement des insights au niveau de la donnée et on va induire des connaissances. Ces connaissances vont à nouveau rejouer sur la donnée et c'est un cercle vertueux où finalement, au fur et à mesure de l'exploitation du système, le système devient de plus en plus intelligent. Les questionnaires intelligents, c'est la même chose. Une attention particulière sur les questionnaires. Quand on dialogue avec des utilisateurs, il faut toujours être pertinent, réduire le taux d'abandon, réduire le nombre de questions. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir poser des questions qui soient réflexibles dans des questionnaires dynamiques qui permettent, en fait, en les intégrant à votre système d'entreprise, de pouvoir dialoguer et de converser avec vos utilisateurs, internes ou externes, et de récupérer les informations qui permettent d'alimenter les systèmes. Bon, et puis après, le déploiement, c'est sous forme de microservices dans le cloud. C'est assez classique, hein, soit en local, soit on-premise, du moins, soit hybride. Et on a une vision très graphique en fait, de ce qui se passe. Et donc, on pilote comme un cockpit d'avion. On va voir différents indicateurs qui s'affichent. Et on va pouvoir inférer sur chacun des indicateurs pour optimiser ce qu'on souhaite optimiser au niveau des KPIs. Voilà. À peu près la vision. Si vous aviez peut-être des questions. C'est un peu dense, hein, j'étais assez rapide. Moi, j'aurais une question. Ouais. Est-ce que tu as réfléchi à des méthodes d'auto-nettoyage des données, c'est-à-dire pour une entreprise ou une industrie qui a une masse de métadonnées dont il sait pas, enfin, il connaît son objectif, mais il ne sait pas trop quoi en faire parce qu'avec les métadonnées, on ne sait pas où aller. Est-ce que les technologies que tu as développées avec tes équipes permettent déjà d'auto-nettoyer et de pouvoir déjà
à bien identifier et bien classifier les données? Effectivement, c'est une très bonne question. En fait, le nettoyage se fera par la définition de l'ontologie. Si on est capable de créer les ontologies qui vont décrire les processus business ou la façon dont on veut modéliser les données, ensuite, les données devront coller à l'ontologie. On n'a pas aujourd'hui, par exemple Google, sur les données non structurées, par exemple, ils font des essais sur comment exploiter la donnée dans les vidéos, mais c'est vraiment exploratoire. Pour l'instant, ce n'est pas le but, mais par contre, si on est capable de définir l'ontologie qui décrit le modèle qu'on souhaite modéliser, le modèle, à ce moment-là, la donnée, elle est automatiquement, semi-automatiquement nettoyée du fait qu'elle doit s'incorporer dans le modèle. Je ne sais pas si j'étais très clair. Mais c'est une très bonne question, mais bon, Google travaille sur ça. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Et en termes de prédiction, qu'est-ce qu'on est en mesure de pouvoir faire aujourd'hui? Est-ce que c'est juste on induit ou on déduit des choses de vérité, enfin de données qui existent, ou est-ce que sur la base de ces données-là, on fabrique d'autres données en fait en gros un peu en mode itératif, un peu comme ça? Ouais. Ça aussi, c'est une très bonne question. On a vu par exemple dans le jeu du Go, récemment, l'humain a été battu. Dans les échecs, on savait qu'on allait battre l'humain parce que finalement, c'était assez prédictible. Pour le Go, c'était moins prédictible, mais ils sont arrivés quand même. Ici, du moins de façon très modeste, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on est itératif dans la création de la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut quand même créer encore plus de connaissances initiales pour pouvoir jouer sur les données. Et ensuite, au fur et à mesure de l'exécution, on va créer d'autres connaissances, on va inférer de la connaissance ou des modèles prédictifs qui vont affiner le processus et in fine, le système devient de plus en plus intelligent au fur et à mesure qu'il fonctionne et au fur et à mesure qu'il est alimenté par la donnée. J'ai fait mon doctorat en IA il y a très longtemps à l'INSA Lyon et on avait déjà ces algorithmes en fait. C'est pas nouveau, mais on n'avait pas de données. À l'époque, il n'y avait pas de données. Globalement, on avait des datasets qui étaient très très minimes. Aujourd'hui, on a une quantité de données qui est énorme. Et donc, on est capable, avec ces algorithmes-là, de pouvoir mouliner pour arriver à quelque chose qui soit de plus en plus pertinent. La donnée est essentielle, bien entendu. Écoutez, merci beaucoup. Merci.